Moi, je vais pas parler de moi parce que je suis pas là pour. Mais Arsène, je vais te laisser la parole pour présenter un peu ce que nous, entraîneurs, on aurait aimé avoir comme organisation pour pouvoir travailler sereinement. Parce qu'aujourd'hui, l'entraîneur en Algérie, il s'occupe tout sauf du technique. Il s'occupe de tout sauf du technique. Il s'occupe du médical, il s'occupe des supporters, il s'occupe de chercher un terrain de football et c'est pas normal. Et croyez-moi qu'on a d'autres chats à fouetter et qu'on aimerait s'occuper uniquement du technique. Donc, je te laisse la parole, Arsène. Bon, Azul, Azul, salam bonjour, alaikum. voilà, bonjour tout le monde, bonsoir, donc voilà, bonne fin d'après-midi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le problème il est assez quand même profond, mais beaucoup plus de points de vue, je dirais, le problème il est du point de vue politique et surtout sur l'infrastructure. Mais concernant tout ce qui est, c'est-à-dire le côté technique, Dieu merci. Heureusement qu'aujourd'hui, l'Algérie a beaucoup plus de gens, de techniciens compétents partout, hein, soit en Europe, soit en Algérie. Donc, le problème de ressources humaines ne pose pas de problème. Par contre, je ne sais pas ce que je pourrais juste partager un diapo avec vous, si vous pouvez juste me le faire, juste parce que juste un petit récapitulatif voilà, c'est-à-dire de mon diapo. Sinon, je vais essayer un peu de faire un peu une petite lecture en résumant un petit peu les choses, quoi. Donc, voilà. Moi, c'est pas méchant. Si je ne pourrais pas le partager avec vous, mais c'est pas méchant, je vais essayer un peu d'y aller un petit peu bref. Donc, aujourd'hui, on parle, je vais juste un peu prendre un peu ce que M. Meshrara disait tout à l'heure, le management. Donc, le management aujourd'hui, d'un club de football professionnel. Malheureusement, en Algérie, ce n'est pas le cas parce qu'on ne concerte pas, on ne prend pas l'avis du technicien, on ne prend pas l'avis aussi d'un administrateur aussi digne de ce nom. Donc, qui dit le management du football ou bien d'un club de football, c'est-à-dire professionnel, d'abord on parle de l'organigramme. Donc, il faut juste un peu dire que l'organigramme, donc il y a ce qu'on appelle un directeur général, voilà, donc d'une société. Hein. Donc après, il y a après deux personnes qui sont importantes pour le développement de cet organigramme. Il y a le directeur technique qui dit directeur sportif. Donc, pour juste dire un petit peu c'est quoi son rôle, en 2 mots, 3 mots, donc qui dit directeur technique dit un projet sportif. Donc voilà, il y a une politique sportive d'un club, d'une équipe, voilà, d'une structure, d'un club professionnel. Après, il y a une cellule de recrutement, bien sûr. Après, ça donne une équipe professionnelle, ça donne un centre de formation. Mais malheureusement, en Algérie, il faut le dire, que le DTS, directeur technique sportif, sous-entendu qu'il est juste pour les jeunes. Donc là, il est déjà exclu. Il est exclu de la gestion technique d'un club. En plus, c'est lui la colonne vertébrale de développement technique. Donc, voilà comme c'est malheureux, on ne prend même pas son avis sur le recrutement des entraîneurs, on ne prend même pas son avis sur le recrutement des joueurs. Donc, c'est un président au pif. Je m'excuse, on prend un président, un marchand de fruits et légumes avec tout le respect à tous les métiers. Moi qui ai laissé des plumes, et tous nous ici, des techniciens, on a laissé des plumes pour avoir nos diplômes, soit à l'université, soit en formation ici en UFA. On sait bien comment avoir le diplôme. Vraiment, c'est vraiment, on a souffert. Hein. Et sachant que le directeur technique, juste entre parenthèses pour que les gens qui sachent, le diplôme, pour avoir un diplôme d'un directeur technique, il te faudra plus que l'UFA A. Plus que le A. Donc là, c'est des études, c'est un travail intellectuel énorme. Donc malheureusement, on ne le concerte même pas. On dit, allez, DTS, c'est bon, allez, c'est comme, je ne sais pas moi, bon, je ne vais pas utiliser maintenant tous les noms d'oiseaux parce que maintenant, vraiment, j'ai les boules. Je commence un peu vraiment. On va te laisser te reposer un peu, Arsène. Hein? Après, il y a un deuxième point, le directeur administratif, soi-disant le manager général. On a entendu souvent qu'on dit toujours un ancien joueur, il se reconvertit comme manager de club. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, je suis effaré.
quand on prend un ancien joueur qui n'a même pas fait d'études, parce que un vice-président administratif, il gère quoi? Première chose, c'est l'infrastructure. Après, il y a le commercial. Après, le commercial, il y a quoi? Il y a le marketing, il y a la billetterie, il y a la communication, service de presse, les institutions. À ce qu'un ancien joueur a tout le bagage intellectuel pour qu'il puisse répondre à toutes, c'est-à-dire ses conditions, ou bien est-ce qu'il a des compétences requises? C'est ça la question qu'on se pose. Je ne suis pas contre, parce que c'est un poste administratif. On doit avoir vraiment, moi je dirais, minimum, il devrait être un universitaire pour gérer ça, au moins, un licencié. Donc, entre parenthèses en plus, des fois même la communication, les langues étrangères, c'est un tout petit point. Hein. Des fois, ils n'arrivent même pas à communiquer avec les télévisions des chaînes étrangères. Donc là, c'est vraiment c'est décevant. Il y a un autre point qui fait défaut. Un autre point qui me semble important. Alors là, c'est incroyable. Donc, M. Nabil Medjahed m'en a dit ça là la dernière fois. Le staff médical. Le staff médical d'un club professionnel. Donc, le staff médical, il est conçu par qui? Dans un groupe de spécialistes de la médecine sportive. De la médecine sportive. Qui dit de médecine sportive? Un staff médical. Il y a un micro qui est ouvert. Je vous en prie, monsieur, s'il vous plaît, de bien vouloir fermer votre micro, s'il vous plaît. Donc, un staff médical, il est conçu par un kinésithérapeute, un ostéo, hein, un ostéopathe, un diététicien et un podologue. Le podologue, un spécialiste de problèmes des pieds. Donc, tout ce beau monde-là, ils ont une relation directe avec un staff technique ou bien l'équipe technique. Il y a avec des différents experts médicaux. Qui dit des experts médicaux? Les cardiologues, les chirurgiens, les radiologues. Après, il y a la structure, les instances d'un club de football, c'est-à-dire ou bien d'instances dirigeantes. Donc, dans tout ça, on n'a rien vu. Il y a un autre point qui me semble aussi essentiel pour le développement, en plus c'est le dernier point, les supporters. Les supporters, c'est quelque chose, un bien. C'est vraiment, il vaut de l'or. Quand on dit supporter, de suite, la billetterie. Donc la billetterie, le supporter, c'est lui qui achète les billets. Donc on ne prend pas soin de lui. Le marketing, qui dit marketing, c'est la vente des t-shirts, des fanions, tous les objets qui ont relation avec les couleurs et les trucs, on dirait, des clubs. L'animation des matchs. Qui anime les matchs le week-end? C'est les supporters. Il y a des supporters qui forcent le respect d'autres chaînes internationales de télévision à venir faire des reportages. Et ça fait gagner de l'argent aussi au club. Et aussi, je dirais aussi quand même, une télévision d'un club. Quand on dit une télévision d'un club, on peut créer une télévision d'un club. Ça donne l'abonnement. Donc l'abonnement, ça rentre aussi, c'est une rente aussi d'argent. On veut même suivre nos clubs à l'intersaison, qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement, on n'est pas dans tout ça. Donc je dirais, en résumé, d'un point de vue économique, les acteurs du football, c'est qui? C'est les clubs, les joueurs et la fédération qui créent un produit. C'est quoi le produit? C'est le match et le championnat. Qu'ils vendent à qui? À leurs sponsors. Et alors c'est-à-dire par le biais des chaînes de télé. Et bien sûr aux supporters qu'on le vend. Donc ces derniers, c'est-à-dire ces supporters, ces derniers représentent quoi? Ils représentent le client direct d'un marché économique. Donc on est appelé à prendre d'abord, avant qu'on rentre dans comment dirais-je, les salaires, on rentre dans les spécificités, nous en tant que techniciens. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas un président d'un club qui me dicter sur le plan technique. Que dois-je faire? C'est à lui de me suivre pour développer. S'il n'a pas les moyens de sa politique, qu'on arrête. Après l'infrastructure, s'il a l'infrastructure, on pourra y aller ensemble. Donc, voilà, il faut qu'on se respecte dans le métier. Voilà, je vous remercie. Je te remercie Arsène. En fait, tu as résumé ce que tous les techniciens ont dans le cœur et je t'en remercie. Nasser, je te laisse la parole et ensuite Nourdine, il interviendra. Soyez bien attentifs, les présidents de clubs et autres acteurs je pense qu'il faut écouter tout le monde. Je t'en prie, Nasser.
Tu n'as pas de son, Nasser, hein? Les entraîneurs sont inaudibles. Allô, c'est bon là? Ah, ouais, Nasser, je t'écoute. Hein. C'est bon là? Voilà, je t'en prie, Nasser. Vas-y. Ouais, c'est très riche, hein, ce qu'on entend là, c'est quand même des grandes pointures. Hein. M. Derwan, M. Michara, Yazid Ouaïb qui est derrière, qui n'a pas encore parlé. Ah, Yazid, il va avoir le temps de parler. Oui, bien sûr. Non, oui, bien sûr. Mais il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à relater. Ce qui est fou, c'est quand même, ce qui est fou, ce qui est impressionnant, c'est de voir quand même que des gens dans le passé détenaient quand même certaines solutions, mais beaucoup de solutions même, qui n'ont pas été comprises ou entendues ou être à la place où ils auraient dû être. Il a fallu 20 ans pour qu'on puisse aujourd'hui se rendre compte que le football professionnel, c'est quelque chose de très, très, très costaud. Surtout que quand on emploie le mot, on est dans la terminologie. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on entend par le professionnel? C'est bien, monsieur le ministre a expliqué une définition qui est claire. Hein. On touche un salaire, tu es salarié avec en contribution un effort physique, ou du moins un contrat. Et de l'autre côté, nous, on perçoit la notion de professionnalisme comme un travail où une personne vient tous les jours s'entraîner dans des conditions optimum. Normalement, ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Ce qui, à mes yeux, est loin d'être ça. La deuxième, c'est avant tout, moi, je pense sincèrement, ce qui se passe dans le football algérien, je dirais que c'est la compétence des présidents. Quand je parle de compétence, je parle de leur statut. Quand vous regardez tous les présidents de clubs en Algérie, vous n'allez pas dire que vous allez récupérer le 440 de l'économie algérienne. Président de club, ça me semble tellement important. C'est un leader, c'est un manager, c'est un homme d'aujourd'hui. C'est un homme qui doit être capable d'anticiper, de prévoir, de construire un club, un avenir à ce club-là, dans des conditions, j'allais dire, sécuritaires pour tous. Et c'est pas ce qu'on voit du tout. Hein. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des hommes qui sont là, qui sont à la proie aux politiques. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai écouté M. Saouden, qui est très, très intéressant ce qu'il disait. Et ce que je voulais lui dire, c'est que le football est lié avec la politique, comme la politique est liée avec le football. Et ça, c'est une question très, très, très importante. Moi, j'ai vu les interventions de certains hommes politiques pour des situations, des matchs, des interventions, parce qu'ils avaient besoin que leur équipe soit maintenue, doit gagner cette coupe. Bon, bref, différents motifs qui sont en dehors de ce qu'est le sport, de haut niveau normalement. Parce que le haut niveau, c'est autre chose. C'est pas ce qu'on voit en Algérie. On est encore comme dans la gestion des années 70. On est encore avec un président qui est le patron de tout. Il s'occupe de tout, surtout de l'équipe première. Les jeunes, ils s'en foutent complètement, royalement. Moi, j'ai eu l'expérience du MOB où on a essayé de mettre en place des choses, on a essayé de faire intervenir des vraies compétences autour du président, qu'on avait commencé à mettre en place un peu, mais on a vu les tiraillements à l'intérieur du club, c'était impressionnant. Je voulais répondre à M. Michara. M. Michara, quand vous avez 150 000 adhérents au football, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y en a 300 000 qui sont dehors, parce que les clubs ne les veulent pas, ne les font pas signer. En Algérie, il faut bien comprendre que c'est les fils d'eux qui signent des licences. Les autres garçons qui n'ont pas de moyens financiers, qui habitent un petit peu loin où on devrait mettre une petite estafette, faire tourner l'estafette, pour qu'elle puisse récupérer les mômes dans certains coins de la ville ou de la région ou de la montagne, pour pouvoir ramener ces enfants-là, on ne le fait pas du tout. Au contraire, c'est un vrai, vrai problème, ça. Le nombre de licenciés, j'en ai parlé moi beaucoup à beaucoup de gens, le souci est là. En France, on est à 2,5 millions de participants. On peut comprendre qu'on est là. Les stades, ce que disait tout à l'heure Nabil, c'est énorme pour nous. Quand on rentre aujourd'hui, autant dans les années 80, quand moi je jouais dans les matchs à Alger, on était sur des terrains partout, la rue, le trottoir, le truc qu'on avait. Aujourd'hui, je regarde, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de place. L'immobilier a tout pris. Les hommes, la puissance des hommes du bâtiment, on dit, tous les espaces à Alger ont été récupérés pour construire du bâtiment. Il n'y a aucun lieu, pas de square, pas de terrain, pas de parc, pas de. Si, on a mis des petits. J'ai vu ça à côté de Bolloré, là. Il y a un petit terrain là, qui est juste le long d'à côté du bord de mer. Il y a un terrain qui fait 3 mètres sur 3 mètres. C'est impressionnant. Et on voit tout le monde se battre pour jouer sur ce terrain-là. C'est inadmissible. Quand on voit que l'Algérie
fait 6 fois la France, où on pourrait construire une grande banlieue. Je ne sais pas. Après, la réhabilitation de l'immobilier en Algérie doit intégrer cette logique de construire le football de demain qui passe avant tout par les installations sportives de haute performance. Après, moi, ce que je voulais te dire surtout, c'est moi, je suis actuellement formateur en France. Là. Je forme là, sur les entraîneurs, sur ce qu'on fait aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous imaginer la technologie qu'on utilise aujourd'hui en France. Vous ne pouvez pas, même pas vous imaginer de quoi on travaille sur l'hologramme aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est que l'hologramme. On est capable de construire des préparations physiques, athlétiques, tactiques. On ne va pas parler de mental parce que ce serait autre chose. Où on travaille sur l'hologramme. On met en place des situations où les mecs sont en face. On est dans la dernière technologie des ordinateurs, des logiciels, des choses qui sont impressionnantes. En Algérie, moi, je n'ai pas entendu parler de ça encore aujourd'hui. On ne peut plus se passer de ça aujourd'hui parce que voilà, le monde d'aujourd'hui est dans un espace qui a découvert, qui est tellement impressionnant que on est loin, on est très, très, très loin. L'Algérie est très, très loin. Aujourd'hui, quand on se compare notre discours avec ce qu'on veut faire, on utilise toujours la France. Déjà, on va se comparer déjà à la Tunisie, au Maroc, à l'Égypte. Pour moi, l'Égypte est la référence même de ce que l'Algérie doit prendre comme route. Ne parlons pas de la France, parce que c'est des choses qui sont intouchables. Donc voilà, moi, en gros, ce que je voulais surtout dire, c'était ça. C'était, attention, on est loin de beaucoup, beaucoup de choses. Les incompétences ne sont pas là. On est sur des diplômes d'entraîneur parce qu'on a besoin de compétences, mais il faudrait peut-être aussi aller chercher des grands cadres, des grands chefs d'entreprise, ou du moins des chefs d'entreprise qui ont une logique d'entreprise, qui sont capables de mettre de l'ordre dans leur club, de déléguer des propositions, d'entourer des commissions, des gens qui vont réfléchir pour pouvoir avancer, pour qu'on ait une télévision de très haut niveau, pour qu'on ait un football de très haut niveau, parce qu'on a besoin d'un football de très haut niveau avec des infrastructures de très haut niveau, pour qu'on puisse vendre ce football dans d'autres pays, pour que ça puisse ramener de l'argent et qu'on puisse s'auto-alimenter financièrement. Là, aujourd'hui, on est encore à 4 terrains. Moi, je vous dis entre nous, c'est M. le Président, l'ex-président M. Bouteflika qui nous a donné le stade. Moi, j'étais là, 2000. On est en 2020. 2020, le stade, il n'est pas fini. Ça peut résumer tout ce qui se passe. Hein. Ça peut expliquer tout ce qui se passe aujourd'hui. Là, on est sur 4 stades. On se demande lequel qui va sortir le premier qui va nous sortir un peu la tête la tête du sac de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc maintenant, je sais pas, parce que je suis tellement imprégné en football, je le connais tellement aujourd'hui que quand je vois tout ce qui se passe, il y a tellement de choses à dire et à redire que j'en souffre. Quoi. Je dis, il faut bien attaquer le problème par les cordes. Je ne sais plus combien de cordes, parce qu'il y a tellement de cordes qu'on ne sait plus lesquelles toucher. Non, mais Voilà. c'est clair, Nasser, je te remercie pour ton intervention et tu as mis le doigt dessus. Tu as mis le doigt dessus parce que c'est-à-dire que le football, Monsieur le ministre en parlait, il y avait eu une réforme sportive, après il y avait eu des possibilités à l'époque de développer le football de haut niveau, chose qui a été pas fait et aujourd'hui on en paye les conséquences. Et je pense, moi, en tant que jeune entraîneur, parce que j'ai 44 ans, même si j'ai pas mal une grande expérience, je pense qu'on peut développer le football encore parce qu'il faut comprendre que le football algérien, c'est-à-dire que c'est inouï les possibilités de développer le football en Algérie. C'est-à-dire femmes et hommes, vous parlez du football féminin, femmes et hommes, c'est des acteurs essentiels au développement du football. C'est 99% de la population comme le football. Donc, j'aimerais interpeller les autorités qui prennent conscience que oui, il faut développer le football, oui, il faut aider à développer ces infrastructures et non, il ne faut pas politiser le football, il faut l'accompagner et mettre les compétences là où il faut et justement aider des investisseurs qui seraient capables de développer le football en contrepartie de développer l'action marketing de leur société. Donc, je laisse la parole à Nourdine. Monsieur Nabil, si vous permettez. Oui. Rapidement, parce qu'après, il y a Nourdine qui devait parler. Je vous en prie. Non, juste une clarification. C'est pour M. Senjar. Quand je dis dirigeant politique, je ne suis pas contre que l'État intervienne, c'est tout à fait normal. On peut pas, je ne peux pas dire. Non, le problème, c'est dans les finalités. Une politique politicienne, l'achat de la paix sociale en investissant sur le football, ça ne marche pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous.
Merci, Ok. merci Djamel pour cet éclairage. Je t'en prie, Nourdine. Oui, salam alaikum, bonjour tout le monde et merci Nabil pour cette louable initiative. Et je salue un peu nos aînés dans le sport, sur qui on a appris beaucoup de choses, soit dans le passé, soit sur ce plateau. Donc je voulais un peu, le premier volet, c'est-à-dire sur les politiques, le rôle des politiques. Les rôles des politiques, ils sont obligés d'accompagner le peuple et les jeunes, hein. Donc, soit si on parle de notre domaine, le ministère de la Jeunesse et des Sports, ils sont obligés de mettre d'infrastructures, d'accompagner des jeunes et de préserver la santé à travers la sécurité, etc. Il y a un deuxième point que j'ai capté ou j'ai repéré dans les propos de M. Mecharara, parce que bon, il y a la gestion il y a les ressources humaines. Le problème, donc, c'est la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire des cadres et tous les acteurs du sport et en football en général. Et concernant le rôle de la fédération dans la formation des jeunes, la fédération, elle est obligée de former les jeunes à travers une politique fédérale. Donc, ce que j'ai appris à travers mon expertise on va dire, dans les 3 continents. C'est-à-dire ce que je vois dans le développement du football, de football de haut niveau, il y a le côté ministère, donc la politique de l'État, comment développer le football du haut niveau. Senjak, il a cité en exemple l'Égypte. L'Égypte, ils sont en avance par rapport à nous dans la vision, le développement du sport en général. Donc, j'ai eu pas mal de contacts avec des Égyptiens, voire j'ai fait des colloques chez eux. Donc, la base du développement de n'importe quelle structure, elle vient du ministère. Au ministère, ils installent des académies, comme l'a si bien dit Tsenjar tout à l'heure. Donc, Abdelmalek Hassan. Donc, notre rôle à nous, c'est de nous impliquer dans le projet sportif. On est des techniciens, on est censé être des connaisseurs et on a une certaine expertise. Donc voilà, donc le problème, il se posera au niveau de la politique à donner au niveau du MJS. Et le côté terrain qui nous intéresse, c'est la fédération. Et au niveau de la fédération, revoir tout ce qui se fait au niveau de la politique des jeunes, elle est pratiquement, je dirais pas inexistence, mais elle est perfectible. Dans le développement, il y a le sport du haut niveau, c'est la performance, c'est pratiquement le football professionnel. Il y a aussi, mes amis Balak à la fédération, il y a ce qu'on appelle le grassroots. Le grassroots, c'est développer tout ce qui est en dehors du professionnel, c'est la masse, c'est le sport scolaire, c'est tout ça. Donc les outils, elles existent, les outils, c'est-à-dire ça, un pays comme l'Algérie, moi je dirais, ces projets, on les fait doigt dans le nez. Mais il faut rassembler tout ça, il faut avoir une bonne gestion des ressources humaines. Voilà, parce que comme un pays qui a que 150 000 licenciés et on veut participer aux Coupes du Monde et aller loin dans les Coupes du Monde, qu'avec les joueurs locaux, ce sera impossible. Déjà, les pays qui ont 2 millions de licenciés, ils n'arrivent pas. On est un peu, on plonge un peu dans cette tradition on est classique dans ce qu'on fait. Donc, il faut voir ce qui se passe ailleurs. Il n'y a pas de honte pas à copier, à adapter tout ce qui est adaptable chez nous. Et je reviens aussi sur le financement des clubs ou des clubs professionnels. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes chances. Un petit qui est à Alger ou qui est à Oran, ou celui qui est à Tamaras, ils n'ont pas la même chance. Donc, on donne plus à l'un et pas à l'autre. Donc, la dernière fois, il y avait un discours de Yazid. Donc, il a parlé d'un fonds de solidarité. Je laisserai un peu développer ce sujet. Donc, voilà, il faut qu'il y ait une certaine équité entre Algériens. Et voilà, l'objectif à nous, c'est de rendre performant tout ce qu'on fait, soit au niveau de jeunes, soit au niveau de la haute performance. Et merci Nabil. Merci Nordine.
Et moi, mon message que je vais vraiment véhiculer, c'est dire qu'on est tout. La chance qu'on a, c'est qu'il y a l'Algérie autour de ce débat. Donc, on est tous Algériens et qu'on n'a qu'une seule obsession, c'est de développer le football. On aimerait avoir un football de haut niveau, avec des beaux stades, avec un public qui se régale, avec une administration et des conditions adéquates pour développer le football à haut niveau. Parce que je disais en préambule sur M. Mechirara et les différents acteurs, c'est qu'aujourd'hui, le technicien, c'est le fusible qui doit sauter chaque saison, parce que c'est inexplicable d'avoir des présidents de clubs qui restent 10 ans dans un club de football et d'avoir 5 ou 6 entraîneurs par saison. Donc, il y a un peu de l'illogique là-dedans. Je pense que la stabilité, elle est fondamentale. Vous me rejoindrez là-dessus. Je pense que la fondation d'un club, c'est la stabilité. C'est un projet sur le long terme. Aujourd'hui, on n'a pas des présidents qui font confiance aux techniciens. La preuve, c'est que on nous permet jamais, même si on fait un grand travail au sein des clubs, de pouvoir développer nos idées d'ordre technique. Parce qu'aujourd'hui, pour votre information, quand on passe à l'UFA Pro, comme je suis en train de le faire, Nourdine, je le félicite parce qu'il a eu l'UFA Pro, c'est une compétence algérienne. Il est né en Algérie, et je lui tire chapeau parce qu'il a eu l'UFA Pro. Je tire chapeau aussi à Arsène, il est né en Algérie, il a eu tous les diplômes adéquats, l'UFA avec aussi un diplôme de préparateur à l'Université de Dijon. Moi, je leur tire chapeau, la compétence elle existe aujourd'hui. Donc, j'aimerais, à travers ce message, que les présidents ils laissent le technique aux techniciens. Monsieur Desroises, vous allez me rejoindre. Les techniciens. Maintenant, un président, s'il a été technicien, pourquoi pas? Oui, mais quand on a un président qui n'a rien à faire et qui n'a rien à voir dans le management sportif ou dans le côté technique, c'est bien difficile de travailler sur le long terme. Et je vais laisser la parole à un jeune entraîneur, Sifax Ouday, avec qui j'ai organisé cette conférence. Peut-être qu'il va trouver les mots pour faire remonter les informations, parce que le football, il doit appartenir aux jeunes, M. Desroises, M. Mechirara, Farouk et M. Messaoudin. Je pense qu'il faut accompagner les jeunes. Je pense que vous avez vu beaucoup de choses. Imaginez-nous en 10 ans d'Algérie, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, c'est effarant. Et je pense que vous devez nous accompagner pour faire ce changement. Et je vais laisser la parole à Sifax. Je t'en prie, Sifax. Donc, merci, coach Nabil. Donc, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous, d'être avec Monsieur Darwaz que j'ai déjà rencontré dans un tournoi national à Wassif avec le club de handball. Donc, moi, je vais parler juste sur en tant qu'universitaire. Donc, je vais parler sur l'apport de l'université avec le foot. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup qui trouvent des difficultés à faire des tests, à faire des études et contribuer au développement du football. Et aussi, je veux aussi parler sur le conflit de génération, parce que je suis dedans maintenant. Nous, les jeunes, on a des difficultés à s'imposer, parce que toujours, tu es jeune, tu peux pas, tu n'es pas… Donc, si on ne travaille pas, donc, comment je vais avoir de l'expérience, moi? Toujours, ils nous disent, ah, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Donc, si on n'a pas la chance d'exercer et de voir le terrain, donc je pense, nous les jeunes, on ne peut pas donner notre énergie et notre savoir aussi. Parce que maintenant, le football, c'est la technologie. Tout est informatisé avec les logiciels, avec les GPS, donc c'est notre ère. Donc j'espère, on demande de nous laisser le terrain
et de faire de notre mieux pour le football. Merci beaucoup, Sifax, pour ton témoignage et tu représentes l'avenir de l'Algérie. Et j'espère que tu ne seras pas obligé de quitter l'Algérie comme Arsène a pu le faire ou Nordine à contre-cœur, parce que je pense que ça leur a fait mal qu'ils aient quitté l'Algérie parce ils auraient voulu un autre projet de vie. Ils auraient aimé servir leur pays et déverser leurs compétences chez eux, comme moi, j'aurais aimé le faire aussi. Donc, Rabat c'est un ancien arbitre. Donc, en fait, on est tous dans le même moule, monsieur le ministre, monsieur Michrara. En fait, on a tous été un peu victimes du dysfonctionnement du football algérien parce qu'il y a des gens qui sont rentrés par réfraction dans le football et malheureusement, il est difficile de s'en débarrasser. Il est difficile de faire sortir ces acteurs néfastes pour le pays. Donc, je pense que l'actualité du football, notamment les problèmes de corruption, il y a le ministre qui a décidé d'intervenir en incarcérant le directeur général de Sétif et un manager qui se prétend manager, mais qui n'a ni diplôme pour l'exercer, ni rien pour le faire, et qui est incarcéré aujourd'hui. Et je souhaite de tout cœur que vraiment c'est un signe de changement. J'espère qu'on va changer les choses et j'espère de tout cœur qu'on va pouvoir construire le football de demain ensemble avec les anciens qui vont nous accompagner parce que nous avons besoin, nous, d'accompagnateurs avec beaucoup d'expérience pour prôner un football propre, un football de haut niveau et servir, comme il dit Jamel, servir une équipe locale 100%, pourquoi pas, c'est mon souhait le plus fort. Mais aujourd'hui, on est dans la possibilité de le faire, mais pourquoi pas développer tout ça. Donc, Rabat, je te laisse la parole, hein, Rabat, je t'en prie, en tant qu'ancien arbitre. Salam alaikum. Salam, Rabat. Zoul, tout le monde. Je te remercie, Nabil, pour cette invitation. Et je salue au passage tous les invités qui sont sur ce plateau. Donc, on a entendu des constats justes. Et on veut bien avoir des solutions. Bien que M. Jamal Moussaoudan, il nous a fait toucher un peu du doigt le problème, sinon ça reste, c'est des constats, mais qui sont justes et qui sont réels malheureusement. Donc à mon tour, je vais essayer de faire aussi un constat et donner des solutions, si vous permettez. Je t'en prie, Rabat, on est là pour ça. Le premier constat concernant l'arbitrage. Vous savez, je peux le dire, ce n'est pas le paradoxe, on a de très bons arbitres en Algérie. C'est des arbitres qui ont fait leurs preuves à l'échelle africaine, à l'échelle mondiale, et peu en Algérie. Donc, là, on peut se poser la question, pourquoi? Bon, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs raisons, mais moi, je peux répondre à une seule raison. Donc, je peux dire que, d'après mes analyses, c'est dû essentiellement à la gestion de la commission fédérale d'arbitrage, la gestion et la stabilité des commissions. Vous savez, une commission d'arbitrage, au niveau d'une fédération, c'est une commission stratégique et très importante, qui a un rôle à jouer, qui doit contribuer même au développement du football. Des fois, vous savez, quand on installe un président d'une commission fédérale, il vient pour un mandat, pour 2, il trace son programme, il ramène son équipe, il a des objectifs à moyen et à court terme, il travaille un mandat ou 2, et des fois, il n'arrive pas à terme. Des fois, il démissionne, ou bien on le fait démissionner. Donc, automatiquement, on doit faire appel à un autre nouveau président. Donc, ce nouveau président qui vient, et ils sont tous les mêmes, je crois. Quand il vient, au lieu de continuer sur la lancée, au lieu d'améliorer les choses, en général, il efface tout et il recommence la gestion. La gestion d'une peut-être 5 à 10 années d'expérience, il vient, il efface tout, il recommence pour peut-être
c'est typiquement algérien, mais pour faire sa propre touche. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ce n'est pas seulement le programme qu'il change, mais même la composante humaine. Il a trouvé des gens qui ont une expérience dans une structure, donc il est obligé de ramener d'autres personnes. Et je crois qu'il y a une grande perte de temps. Et tout cela, ça se répercute directement sur le moral des arbitres. Des fois même, on l'a constaté, on trouve des arbitres qui sont pris en charge, des arbitres reconnus. Le fait qu'il vienne un nouveau responsable, on dirait qu'il n'est pas content de ce qui marche. Donc, il est obligé de changer, même de favoriser d'autres pour les avoir à son côté. Donc, tout ça, c'est néfaste pour l'arbitrage et ça décourage un peu l'arbitre. Moi, ce que j'ai voulu, ce qui est réaliste peut-être, quand un responsable, un nouveau président vient, maintenant, s'il trouve une situation catastrophique, à ce moment-là, il a deux options. Soit il refuse la responsabilité, soit il engage un organisme habilité à faire un assainissement pour tracer une ligne de démarcation. Là, je le comprends. On peut lui permettre d'effacer et recommencer. Mais sinon, c'est une perte de temps. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé au temps de M. Lacarde, que je salue au passage. Il y avait un système de championnat des arbitres. Je m'explique. C'est-à-dire les évaluateurs, et vous savez, le rapport d'un évaluateur, il est composé de 5 pages. La dernière page, elle est faite pour l'exploitation de l'arbitre, pour corriger ses défauts, ses qualités. Et les 4 pages, ils sont mis dans une enveloppe scellée. Et on les voit qu'en fin d'année. En fin d'année, il y a une commission souveraine qui ouvre ces enveloppes, ces notes, parce qu'ils sont notés par les évaluateurs, et on classe les arbitres. C'est-à-dire, les 3 meilleurs arbitres, ils accèdent au palier supérieur, et les 3 mauvais arbitres, qui sont mal notés, ils rétrogradent au palier inférieur. Et tout ça, ça a donné ses fruits. C'est grâce à ce travail-là qu'on a eu les rebelles, les arabes, Boukhalfa et tout ce qu'on s'en suit, sans société des autres. Donc, pourquoi on n'a pas continué sur ces idées-là qui ont donné leurs résultats? Donc, pour moi, c'est ça la lacune essentielle. Il faut que les gens bannissent ces idées-là. Si on est là, il y a une commission qui a une expérience, on change ce qu'il faut changer et on garde ce qui est bon. On ne doit pas effacer tout et recommencer. On a beaucoup perdu de temps. Je pense qu'on trouvera une solution à ça. Donc, si formation, M. Rabeh, la formation. Pardon? La formation des arbitres. La formation des arbitres, justement, le problème est là. La formation des arbitres, il faut qu'elle soit au niveau de la base. C'est ce qui ne se fait pas. Vous savez, pour former un arbitre actuellement, il faut une dizaine d'années pour qu'il soit rentable. Or, c'est une erreur. 10 années, c'est beaucoup de temps perdu pour avoir un arbitre. Moi, personnellement, j'ai proposé, en 2004, j'avais un projet de parrainage des arbitres. Je l'ai soumis à M. Rourawa. Bon, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune suite. C'est un projet très important qui peut aider la CFA. C'est-à-dire, au niveau de la base, vous savez, déjà pour avoir un arbitre, pour convaincre un arbitre à venir arbitrer, déjà, il faut une sensibilisation. Supposons qu'on a un arbitre de 20 ans. Au niveau de la base, il va rester 3 ans au niveau de la wilaya. Après 3 ans, il doit passer un examen. À savoir, il y a des critères aussi, l'âge. Il y a l'examen à passer. Donc, s'il accède à ce test-là, il va passer au grade régional. Sinon, il sera recalé encore au niveau de la wilaya. Donc, il va passer 4 ans au niveau de la wilaya pour avoir encore une chance. Et quand il arrive, supposons qu'il passe, il arrive au niveau de la religion, vous comprenez, il est automatiquement rétrogradé. C'est-à-dire, on lui fait perdre une année. On le met dans les jeunes. Alors qu'il est déjà préparé au niveau de la wilaya, il fait des matchs seniors, il est bien chevronné. Au lieu de le mettre sur la lancée, au niveau de la régionale, après le test, on le dégringole. On lui donne les jeunes. Donc, on lui fait perdre au moins une année ou 2. Donc, il va encore cavaler pendant 3 ans, 4 ans au niveau de la régionale. Et s'il a une chance,
il passe son interligue, il arrive à la fédération, je ne sais pas combien d'années il va passer, donc tout ça, ça fait une dizaine d'années. Ce qui n'est pas rentable à l'arbitrage. Moi, personnellement, j'ai proposé de parrainer les arbitres, de mettre les anciens chevaliers du sifflet, les anciens arbitres, bien sûr, qui ont certains bagages, bien sûr, ce n'est pas n'importe quel arbitre, les arbitres qui ont une expérience, les anciens formateurs, on doit parrainer certains arbitres, des trios, on doit les parrainer et les soumettre directement aux examens. Au lieu de les laisser au niveau de la wilaya, par exemple, on les parraine, on les suit sur le plan technique, sur le plan conditions physiques, on les prépare et on les soumet directement à l'examen. Donc, on va gagner beaucoup de temps. S'il faut former un arbitre au bout de 4 ans, il devient international, c'est bien pour l'Algérie. Et c'est possible. Malheureusement, on a un point de délégation dans tout ça. Donc, c'est à ce niveau-là, qu'il faut trouver des solutions. La formation au niveau de la base. Il faut aussi, au niveau de la base, la CFA doit dépêcher des gens compétents. Parce qu'en général, la formation au niveau de la WLR, on les confie à des anciens arbitres qui n'ont pas tellement une formation, qui ne sont pas à jour, disons, des anciens arbitres qui connaissent les lois, mais ils ne sont pas au diapason avec la FIFA, avec une nouvelle disposition. Donc, ils donnent une fausse formation. Donc, la CFA, on veut bien qu'elle mette les gens compétents au niveau de la base. C'est là qu'il devrait être utile, parce que c'est la porte d'entrée de l'arbitrage. Il faut une sensibilisation, il faut des gens compétents pour pouvoir, il faut aussi le suivi des arbitres. Parce que c'est facile de former un arbitre, mais est-ce qu'on peut le suivre? Est-ce qu'on peut le maintenir, le suivre? C'est ça qui est très important. Rabat, je te coupe tout de suite. Est-ce que tu ne penses pas que de ne pas professionnaliser un arbitre, le fait d'avoir un contrat, d'être contractuellement attaché à la fédération, ce qui lui permettrait de vivre que de l'arbitrage, ça avancerait pas beaucoup les choses pour l'arbitre, pour éviter de toucher à la corruption ou aux corrupteurs? Qu'est-ce que tu en penses, Rabat? Je pense que c'est possible de professionnaliser l'arbitrage, mais d'abord, il faut commencer par le football, à mon sens. Ensuite, il y a des solutions. Il y a des solutions propres à moi, c'est personnel. Je ne sais pas s'ils sont acceptables par les autres, mais moi, les solutions, c'est peut-être d'essayer de toucher les clubs pour la prise en charge des trios. Donc, avec la nouvelle réglementation, il y aura, je crois, 18 clubs pro. Ça serait très compliqué, Rabat. Très, très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Que les arbitres soient pris en charge par des clubs. Moi je pense… Par des clubs. Pourquoi? Parce que le club, entre-temps, il forme les jeunes. Il forme les jeunes de l'équipe. Il donne des cours d'arbitrage. Donc, c'est rentable pour l'équipe. En plus, il ne doit pas arbitrer le club preneur, bien sûr. Il y a toute une organisation pour ça. Mais il bénéficie de la préparation. Parce qu'un arbitre, vous savez, les gens ne savent pas qu'un arbitre, il doit courir plus qu'un joueur. Un joueur, des fois, dans un terrain, il arrive à récupérer. Mais un arbitre, il est obligé de suivre le ballon. Donc, il n'a même pas le temps de respirer. Donc, il devrait avoir une très, très bonne condition physique. Moi, j'ai bien voulu qu'un arbitre bénéficie d'un stage à l'étranger avec un club. Et même, il y a même des matchs amicaux à l'étranger. Et quand on ramène notre propre arbitre, on peut faire des matchs amicaux sans faire recours à des arbitres étrangers. Par exemple. Et les rémunérations, monsieur Rabat. Anam. Les rémunérations des arbitres. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le club qui doit les rémunérer. C'est les clubs qui devraient le faire. Actuellement, qu'est-ce que vous en pensez actuellement? En contrepartie de ce qu'ils donnent aussi. Parce que l'arbitre aussi, il doit travailler. Il doit donner la formation aux joueurs, aux jeunes catégories. Parce que ce qui manque actuellement, les joueurs, il faut le dire, peut-être les joueurs connaissent un peu la réglementation, mais dans la majorité, les joueurs ne connaissent pas le règlement, ils ne connaissent pas la nouvelle réglementation. Et bien qu'ils connaissent, mais quand il y a un arbitre, il y aura un rapprochement avec ces clubs, un rapprochement. Un arbitre, quand il est pris en charge par un club, d'abord déjà un rapprochement avec les joueurs. Il va donner ses connaissances. Donc je pense que c'est un intérêt réciproque. C'est un intérêt réciproque. Rabat, c'est des idées. Rabat, je vais t'interrompre. Juste, bon, l'arbitrage, tu as mis le doigt dessus, c'est très important. Je veux des solutions, monsieur le ministre. Je veux que vous m'apportiez des solutions et on a les oreilles grandes ouvertes, monsieur le ministre. Merci. Les solutions pour toutes les questions, c'est d'abord
que le constat soit effectivement réel. Moi, je suis désolé. Le constat, chacun participe à faire un constat qui, quelque part, est le même pour tout le monde et qui aussi a beaucoup de subjectivité. Donc, moi, je voudrais recentrer le problème dans le fait que nous parlons de sport. Laissons un peu le football de côté en tant que football seulement. D'accord. On parle de sport. Quand on parle de sport, on parle de la volonté politique du sommet de l'État algérien. Or, chez nous, tout cela est méconnu et à la limite n'existe pas officiellement. Quand je parlais tout à l'heure de la nécessité de faire le volume horaire que font les potentiels adversaires, ça c'est quelque chose de très concret. Et vous, les techniciens, vous savez très bien de quoi je parle. Nous, les techniciens, monsieur le ministre. Oui, nous, bien sûr, bien sûr. Mais là j'essaye d'être, de revêtir l'autre habit auquel vous faites référence, celui d'ancien ministre. Et qu'est-ce que veut l'État algérien? Est-ce qu'il veut que dans un certain nombre de sports, on puisse battre la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, etc., on puisse être compétitif au niveau international, ou bien il ne pose pas le problème en ces termes? Parce que nous, les techniciens, quand on nous dit qu'il faut battre telle équipe, on dit, mais attendez, voilà les moyens avec lesquels ils se préparent. Comment voulez-vous qu'on rivalise avec cette équipe? Donc, le premier problème est là. Et quand je parlais de salaire, de rémunération pour le haut niveau, et il y avait le référent de la réforme sportive, je parle essentiellement de cela. Alors, moi, je pense que M. Mecharara était très optimiste tout à l'heure, mon cher ami, pardon, quand il disait que la fédération de football était une réussite en termes de non-politisation. À l'intérieur de la maison, Fédération algérienne de football. Mais le problème, c'est tout ce qu'il y a autour, ce qu'il y a à l'extérieur. Et M. Moussaouden a tout à fait raison de dire qu'il faut dépolitiser. Mais moi, je vous dis frontalement à tous ceux qui sont là en face de moi, autour de moi dans ce débat, ça ne sera jamais dépolitisé. Et M. Moussala, je vais mettre un bémol à ce qu'il disait, parce qu'il est très bien placé pour savoir, il a créé et présidé la DNCG, ou Commission nationale de contrôle de gestion. Est-ce qu'il y a un seul club de football qui a été rétrogradé ou sanctionné parce qu'il ne répondait plus du tout, parce qu'il était en faillite réelle? Aucun. Et pourquoi? Parce que c'est politique. La fédération dépolitisée ne pouvait en aucun cas sanctionner, par exemple, le Mouloudia d'Alger, qui est un club hors la loi. Le Mouloudia d'Alger est un club totalement hors la loi. La Sonatrach est un club, une entreprise totalement hors la loi. Ça, c'est clair. Je donne cet exemple, on peut aller à d'autres. Donc, l'État continuera, parce que tout est politisé. Et l'État continuera. Écoutez, il y a 3 semaines environ, il y a une jeune tenniswoman qui a adressé un message sur Facebook à destination internationale. Nos politiciens s'en sont saisis parce que je ne pense pas que ce soit le président de la République. On lui a fait dire que voilà, nous allons venir au secours de cette tenniswoman. Mais quand on veut éteindre un incendie ici, on en allume 10 à côté. C'est ça le problème. Le problème, oui, les athlètes dans les sports individuels comme cette jeune tenniswoman, il y en a des dizaines et des dizaines qui ont les capacités, qui ont les moyens, qui ont les besoins, etc. Les clubs de football comme le Mouloudia d'Alger, qui est à la société Sonatrach, il y en a beaucoup qui sont dans le haut niveau, ce que nous avons créé comme haut niveau. Donc le problème reste politique. D'abord, que veut l'État?
À côté de ce que veut l'État, que peut l'État? Moi, je veux bien partager l'optimisme de ceux qui nous parlent d'entreprises privées, de secteur privé. Est-ce que vous prenez conscience de la situation de l'économie nationale? L'économie nationale est morte. L'économie nationale qui existait là, dans Waqt al-Isaba, est-ce qu'on peut parler d'économie nationale? Où sont-ils les capitaines d'entreprise avec plus qu'un petit C? Où sont-ils? Vous le savez très bien. Donc, écoutez, il faut être réaliste. Pour faire du haut niveau, voilà ce qu'il faut. Ça, c'est les techniciens qui le disent. Et en même temps, ce sont les politiques qui le demandent. Parce que quand on va aller aux Jeux méditerranéens qu'on va organiser, il faudra gagner. Quand on va à la Coupe du Monde, on va demander la prochaine à Belmadi de gagner, puisqu'il a dit qu'il souhaitait la gagner. Il a raison de le dire en tant qu'entraîneur. Mais le problème, c'est le décalage entre ce qui existe et ce qu'il faut. L'infrastructure, c'est un des problèmes de base. Alors moi, je reviens au sujet, le développement. M. Michalala a dit tout à l'heure 150 000. Moi, j'avais dit que pour toutes les fédérations, c'est un désastre national. Le nombre de licenciés est un désastre national. Et on peut revenir à l'intervention de notre ami Rabah pour l'arbitrage. Le nombre d'arbitres, c'est dérisoire aussi. Mais c'est tout pareil. Notre mouvement sportif national est plus qu'en crise. C'est un désastre de participation. Alors là, on ne peut pas répondre à la question sans revenir aux causes. Et les causes, c'est les déviations qu'il y a eu au moment de la réforme sportive nationale, et je suis un partisan de la réforme sportive nationale parce que je me suis appuyé dessus et de ses moyens en tant qu'entraîneur. Mais il y a eu beaucoup de déviations qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas réglées. Il y a eu ce qui a touché le cadre, à savoir la formation, l'organisation de la formation, la division entre le secteur de l'éducation nationale et le secteur de la jeunesse et des sports. Rien n'a été fait pour véritablement apporter des solutions. On continue à parler de sport scolaire. J'ai écouté tout à l'heure, j'ai écouté le nouveau ministre parler de sport scolaire. Mais arrêtons de plaisanter. Il faut, pour nous, sportifs, parler d'éducation physique et sportive d'abord et avant tout. Et vous le savez très bien. Ensuite, le sport scolaire est une toute petite partie. On parle de sport universitaire. Soyons sérieux, nous ne sommes pas les États-Unis. L'université en Algérie ne peut pas prétendre participer, être le vivier du sport algérien de haut niveau. Donc, il faut une solution. Est-ce que les ligues connaissent leur rôle? Est-ce que les ligues en Algérie savent ce qu'elles doivent faire pour participer, et ça c'est leur mission première, au développement du sport, donc au développement du football? Non, c'est les ligues qui doivent permettre à ce qu'il y ait 1 million de footballeurs et non pas 150 000. Et on le peut parce que si ne restons pas focalisés sur Alger et les problèmes causés par l'urbanisation sauvage, etc. À l'intérieur du pays, il y a beaucoup d'endroits où tout est à faire. Mais l'État algérien est frileuse quand il s'agit de parler de concessions d'installation. Comme si le président d'association, qu'il soit amateur ou professionnel, est propriétaire de son association. L'association est l'association de la collectivité locale, même si elle est professionnelle. Même s'il y a un président qui a mis de l'argent, ça devient un bien public aussi. Elle a une mission d'intérêt public, d'intérêt général. Chez nous, on ne veut pas voir les choses comme ça. Et la grande faillite pendant la réforme sportive, et qui, après la réforme sportive, on la paye encore de nos jours, c'est le sport communal. Parce qu'à l'époque, les associations sportives qui ont été choisies pour la performance et mises dans les entreprises publiques. À côté de ça, on a créé les associations sportives communales qui étaient censées pouvoir permettre la pratique sportive à tous les citoyens de la commune. Alors, en fonction des communes, ça dépend des disciplines sportives. Bien sûr, il y aurait eu football partout, mais dans certaines communes, il y aurait eu ici le hand, ici le basket, ici le volley, partout l'athlétisme, etc. Nous n'avons pas vu ça. Parce que le schéma qui a été utilisé,
c'est le schéma d'organisation des associations sportives de performance. C'est-à-dire que, par exemple, pour le handball, il y avait 16 athlètes de performance budgétisés. Budgétisés, un survêtement par athlète, un short, un tricot, ou là, 2 shorts, 2 tricots, une paire de chaussures, etc., etc. Et les associations sportives communales se sont organisées de la même façon, avec 16 joueurs de handball. 16 pour une commune, vous vous rendez compte? Et pour le football, cette organisation est restée quasi la même. Et donc, dans les communes, alors, comme Nassar Sanjak le disait tout à l'heure, il faut du piston pour pratiquer du sport en Algérie. Il faut du piston. Mais c'est dramatique, vous vous rendez compte? Parce que la commune a pour première mission de pouvoir permettre aux citoyens algériens de pratiquer un sport, quel qu'il soit, quel que soit son âge. 3e âge, les gamins, etc., les dames, les messieurs, tout. Chez nous, ça n'est pas le cas. C'est pour ça que politiquement, il faut d'abord répondre à ces questions-là. Ensuite, si on veut gagner la Coupe du Monde, voilà ce qu'il faut comme moyen. Voilà ce qu'il faut. Si on veut être champion d'Afrique, voilà ce qu'il faut comme moyen. Et je le répète, le premier moyen, c'est le volume horaire. Alors, je vais vous raconter une anecdote et puis je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'il ne faut pas non plus considérer que les fédérations peuvent faire ce qu'elles veulent. Il y a le mouvement sportif national. J'ai bien retenu que M. Msaouden a compris qu'entre le modèle que j'ai proposé et celui dont a parlé mon ami Mchalala, il y avait l'hypothèse dirigiste et l'hypothèse, j'ai oublié comment il a qualifié, mais bref, à l'opposé de dirigiste. D'accord. On peut les rassembler. C'est une solution. Toujours est-il que je vais donner une anecdote pour voir à quel point, normalement, le ministère doit encadrer quand même ce qui se passe dans un pays comme l'Algérie, parce qu'il ne faut pas qu'on compare l'Algérie et les pays qui ressemblent à l'Algérie au meilleur modèle des pays développés. On ne peut pas faire ça. La société algérienne est telle qu'elle est. Après que j'ai quitté le gouvernement, et alors que j'allais introduire une réforme totale de l'organisation des fédérations à travers l'organisation des assemblées générales, donc je suis parti, tout a été jeté à la poubelle. Il y a eu des élections. M. Kezal Layrahmou, qui était un grand dirigeant, M. Kezal a fait une réforme du football national et il a créé la Nationale 3. La division nationale 3 avec toutes les poules, il y avait plusieurs poules. Ça a été un véritable désastre pour le mouvement sportif national parce que n'importe quel président d'APC, Bilr Belou, avec le respect pour cette commune, Oued, je ne sais pas quoi, avec tout le respect pour toutes les communes qui s'appellent Oued d'abord, le président d'APC et tous les gens qui sont autour voient la Nationale 3 à 2 pas. Et ils vont acheter des joueurs qui ont fini leur carrière à droite, à gauche, etc. Et tous les dinars, le dernier dinar qui peut exister dans la commune, il va vers l'équipe de football. Donc voilà une décision prise par la Fédération de football qui a impacté le mouvement sportif national jusqu'à aujourd'hui. Il ne reste plus rien d'autre que le football quasiment à travers le pays. Voilà. Donc moi, je suis un grand supporter du football, un grand supporter de nos équipes nationales. Mais on peut faire mieux, on doit faire mieux. Et le mouvement sportif national doit être équilibré. Et je vais terminer en disant, M. Moussala a parlé tout à l'heure du Fonds national qui était prévu, etc. Bien sûr, mais croyez-vous qu'avec les dirigeants actuels, dans l'organisation actuelle des clubs de football qui est acceptée par tout le monde, y compris par la Fédération algérienne de football, on puisse faire fonctionner ce fonds de solidarité et que cet argent aille effectivement aux footballeurs? Je n'y crois pas.